Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan culturel du mois d'octobre. J'ai beaucoup de livres dont il faut que je vous parle. J'ai également des films, des séries, un podcast et 2 chaînes YouTube. Je vais commencer par les films en les mentionnant très brièvement. J'ai regardé beaucoup de films pour me détendre, qui ne prenaient pas la tête. L'un qui est vraiment un coup de cœur, un doudou, pour ces périodes où on a envie de rester sous la couette et de rester chez soi, cocon. Il s'agit bien sûr de Paddington, que j'ai déjà mentionné dans des vlogs. C'est des petits bonbons, on va suivre un ours qui finit en Angleterre alors qu'il vient de Perpète. C'est adorable. Je ne les avais jamais vus. Ça a l'art de nous câliner quand on a besoin de réconfort, donc je vous les conseille si vous avez envie de vous remettre un peu de l'actualité délétère autour de nous. Le seul film que j'ai vu en dehors du cinéma, donc c'est-à-dire chez moi, et qui m'a demandé un petit peu plus d'implication et que je trouvais extrêmement bon, il s'agit de Retour à Séoul, et c'est un film qui est sorti l'année dernière, il me semble au printemps, où on va suivre une femme qui revient de France parce qu'elle a été adoptée par des Français et elle se retrouve à Séoul où elle est sur la quête de ses parents et notamment de sa mère. On va la suivre dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Elle va découvrir cette culture, on va la découvrir avec elle. On va aussi l'accompagner dans tous ses questionnements. On découvre Séoul, on découvre les coutumes, on découvre la difficulté de la justice, de tout ce qui relève des adoptions dans ce pays. Franchement, ce film, il est génial, donc je vous le conseille vraiment. Le seul film que j'ai vu au cinéma, mais pas des moindres, il s'agit du Consentement, qui est une adaptation du livre de Vanessa Springora par Vanessa Philo. Dans ce film, j'en ai déjà parlé dans un vlog, on va suivre du coup la vie de Vanessa Springora lorsqu'elle a eu des relations avec Gabriel Matzneff, qui était donc un écrivain dans les années 80 et qui avait le vent en poupe. On va donc revenir sur son passé. Gabriel Matzneff est incarné par Jean-Paul Rouve, qui est absolument méconnaissable et qui est brillantissime dans ce rôle. J'aimerais le voir plus souvent dans des rôles aussi dramatiques que celui-ci. Ça nous insuffle toute la pression qu'a reçue Vanessa Springora lorsqu'elle était adolescente. J'ai trouvé ça pesant et à la fois brillant, parce qu'on comprend en même temps tous les mécanismes qu'avait Gabriel Matzneff sur Vanessa Springora. Donc vraiment, ne serait-ce que pour la vraisemblance, je vous conseille d'aller le voir. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, je peux tout à fait comprendre, mais je pense que c'est une très bonne adaptation par rapport au livre que j'avais beaucoup aimé. Je reste très bref sur ce film et si vous voulez plus d'informations sur mon avis, sur ce que j'ai ressenti à la sortie de salle, je vous conseille d'aller voir le vlog où j'en ai parlé. Ensuite, pour ce qui est des séries, Only Murders in the Building, je ne l'ai pas continué pour l'instant. J'avoue que je reste à distance, je trouve que cette saison est beaucoup moins bonne. Les personnages essayent de créer un musical et ça se détache forcément de l'intrigue initiale et ça m'a un peu lâché au bout d'un moment, donc peut-être que je continuerai en novembre, mais pour l'instant c'est pas vraiment ça. Ensuite, j'ai terminé Desperate Housewives, que j'ai tout bonnement adoré. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter cette série, que la plupart des gens ont déjà vue. On va suivre une bourgade, Wisteria Lane, où on va suivre plusieurs femmes au foyer, leurs amitiés, leur parcours de vie. Franchement, je voyais pas les épisodes passer et j'ai adoré, même si cette série commence à devenir un petit peu datée maintenant. Je trouve qu'elle n'a pas perdu de son charme. Ensuite, j'ai regardé Virgin River. Ça se passe dans les montagnes, c'est plaisant comme paysage. Ce n'est pas une grande série, on va suivre la vie de tous les habitants. Un petit peu comme ça peut être le cas avec Gilmore Girls, mais on est placé dans un endroit où on a l'impression d'être dans une autre époque alors que ça se passe de nos jours. C'est très sympathique, après ce n'est pas excellent, mais si vous voulez un petit peu de douceur et vous faire passer le temps, je peux vous la conseiller. Je sais que c'est une adaptation de livre aussi, donc pourquoi pas vous tenter. Moi pour le coup, je n'ai jamais essayé, mais si c'est votre vibe, pourquoi pas. Et dernière série que j'ai tout bonnement arrêtée au bout de 3 épisodes parce que je trouvais que ça avançait pas assez vite. J'étais pas à l'aise, ça me donnait pas envie d'y retourner. Il s'agit de The Haunting of Hill House qui est sur Netflix et franchement j'ai pas du tout accroché. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est une série qui se veut horrifique et à la fois je trouve qu'il y avait des screamers, des slashers qui avaient pas forcément lieu d'être et j'ai pas du tout été captée. Ensuite je vous parle des chaînes YouTube, 2 chaînes que je connaissais mais que j'avais pas pris le temps d'explorer plus que ça. Il s'agit de Sous le ciel qui est québécoise et qui nous parle de ses lectures, qui fait des défis
défi lecture. Je trouve qu'elle est relativement vraie et qu'elle cache pas ses avis. Elle met beaucoup de joie, même quand elle-même est pas forcément dans un super mood. Et je trouve qu'elle a des concepts assez intéressants, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle lit beaucoup de young adult et à la fois du contemporain, mais elle est relativement hétéroclite quand même dans ses lectures, donc ça me permet de voir de nouveaux horizons aussi. Et après, j'ai découvert la chaîne de Flowfly, que je n'avais pas pris le temps de regarder, que je ne connaissais que de nom, que j'ai découvert grâce à Overbooké, parce qu'il a participé à un épisode, et depuis, eh bien j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, je me suis abonnée à sa chaîne, et je le trouve très sympathique, surtout qu'on a beaucoup de lectures qui se ressemblent. Il lit énormément de littérature blanche, de contemporain, et il transmet certaines valeurs que je crois avoir en commun avec lui. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, surtout que je trouve qu'il parle extrêmement bien de ses lectures. Et enfin, le podcast dont je vais vous parler, il s'agit de Vingtaine Club, qui est donc le podcast qu'a créé la youtubeuse Pretty Style. Et elle va revenir sur les éléments de la vingtaine, notamment vivre en couple lorsqu'on est jeune, le fait de partir à l'étranger, il me semble, la pression qu'on ressent lorsqu'on doit entrer dans le monde du travail aussi, lorsqu'on a la vingtaine et qu'on doit réussir sa vie. Je trouve qu'elle aborde assez bien les sujets qu'elle veut traiter. Donc si vous aimez par exemple les podcasts tels que Meuf je t'ai pas dit, que Simple Caféine, Contre-soirée de Anna RVR, je pense que c'est un podcast qui peut vous plaire. Entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les livres, parce que ce mois-ci, je ne suis pas restée sur ma faim, étant donné que j'ai lu 10 livres pendant ce mois. J'ai commencé le mois en lisant En bon père de famille de Rose Lamy. Cet essai, je l'ai lu grâce à Nag Gallet. En reprenant cette phrase, Rose Lamy va revenir sur ce principe qui était utilisé en justice, qui était donc en bon père de famille, donc en se comportant bien si on veut. Avec cette phrase, elle va démanteler tout ce qui constitue les hommes cis, non déconstruits et qui ne veulent pas sortir de leur construction sexiste. Elle va utiliser des exemples détaillés sur plusieurs pans de la société. Elle va traiter le sujet en profondeur avec de multiples facettes, c'est-à-dire les meurtres, les remarques, les viols, les harcèlements et dans le cadre de la vie avec des personnes que l'on connaît et avec des célébrités. Il y a également l'un des derniers chapitres que j'ai beaucoup aimé qui parle de cette fameuse question de doit-on séparer l'œuvre de l'artiste? Moi j'ai mon opinion bien gardée. Elle va aussi revenir sur la hiérarchisation de la violence faite aux femmes au sein de notre société, de notre monde, et je trouve qu'elle traite extrêmement bien son sujet. Rose Lamy est une féministe qui est active sur les réseaux sociaux. Elle va aussi revenir sur ce pan de sa vie. C'est un aspect qu'elle va explorer, mais c'est pas le sujet du livre. Elle va vraiment parler des questions de société. Je vous le conseille très grandement et je pense que ça peut faire réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ensuite, j'ai lu L'amour de François Bégodeau. Livre de la rentrée littéraire qu'on a vu beaucoup, qui a été porté au nu. Dans ce livre, François Bégodeau va revenir en 90 pages sur une relation de couple, mais de vieux couple. On va les suivre dans leur trajet, dans leur lieu de vie, dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Comment vous dire? J'ai vu beaucoup d'avis dithyrambiques me disant que c'était un livre exceptionnel. J'avais hésité à l'acheter en librairie et par heureux hasard, j'ai réussi à le trouver sur Vinted. Et je suis très heureuse de l'avoir payé en occasion parce que ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Suivre ces petits gestes du quotidien, cette routine, ce couple qui est dans la lenteur, dans la langueur, ça m'a absolument endormie. Je me suis embêtée pendant la majorité du livre et le seul moment où j'ai trouvé que ça commençait à être bien, c'était les 20 pages avant la fin. J'ai pas du tout accroché, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu, je trouve que la lenteur qu'il voulait dépeindre, je l'ai retrouvée dans la plume, donc c'est un fail. Ensuite, grâce à Nextory, qui est donc partenaire de cette vidéo comme d'habitude, j'ai pu écouter The Yellow Wallpaper, donc le papier peint jaune, de Charlotte Perkins Gilman. Il s'agit d'une nouvelle. Avec Nextory, ça dure que 45 minutes et moi je l'ai écouté en accéléré, donc vraiment ça m'a fait un trajet, donc c'était absolument parfait. Dans cette nouvelle, on va suivre une femme qui est enfermée dans sa chambre, parce que soi-disant elle est malade, dans une nouvelle demeure qu'elle ne connaissait pas auparavant. C'est une demeure que son mari et elle ont louée pendant 3 mois, il me semble. Elle va rester enfermée là et on va la suivre sous forme de journal dans ses pensées. Pour le coup, on arrive vraiment dans les pensées de la narratrice
et c'est très prenant, d'autant plus parce que ça révèle beaucoup de choses. Grâce à ces névroses, on découvre aussi la condition des femmes à son époque et je trouve que c'est une nouvelle absolument brillante grâce à la claustration qu'elle nous fait ressentir, mais aussi grâce à tous ses questionnements, grâce à toute son envie d'évoluer qui est totalement tue et totalement freinée par son mari. Franchement, c'était génial et la fin est absolument excellente. Donc je vous le conseille, surtout que ça ne prend pas beaucoup de temps. Aussi, si vous n'avez pas forcément envie de vous le procurer en format papier, je vous laisse mon lien Nextory qui sera en barre d'infos, qui vous offre 45 jours sur la plateforme où vous pourrez l'écouter, mais aussi le lire en VO si vous avez envie de vous exercer en anglais. Donc je vous laisse aller checker ça. Ensuite, je continue avec un livre que j'ai à nouveau lu grâce à NetGalley. Et il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. On va suivre Mika Moon, qui est donc une sorcière. Cette sorcière fait des vidéos sur YouTube où elle parle de sorcellerie. Donc ça, c'est assez intéressant. On démarre le livre avec ça aussi, où on la suit. Les sorcières ne voient pas d'un très bon œil son activité, mais quoi qu'il en soit, elle le fait. Et grâce à cette chaîne YouTube, elle est repérée par quelqu'un qui lui envoie un mail pour lui demander de devenir institutrice de sorcellerie. Elle trouve ça assez étrange et pour autant elle accepte et elle arrive dans une maison et on va rencontrer 3 petites sorcières qu'elle va devoir aider dans l'apprentissage de la magie. Grâce à ça, on va découvrir toute la maisonnée, tout le personnel qui y habite. On va découvrir beaucoup de personnages très attachants et c'est extrêmement attendrissant. C'est très cosy, très charmant pour la saison. C'est vraiment le bon moment de l'année pour le lire. Seul point négatif que je pourrais ajouter, c'est, comme je l'ai dit dans un vlog précédemment, qu'il y a une seule scène de sexe et je trouve que la présentation, la scène a beau être courte, c'est pas forcément adéquate pour le public qui est visé dans ce livre. Pour autant, ça n'enlève pas la qualité. Je trouve que pour un livre jeunesse, c'est extrêmement bien écrit, même si c'est traduit. La petite histoire d'amour prend pas la place. Je suis très contente que ça soit pas ça qui soit mis au premier plan, que ça soit vraiment l'apprentissage, la gentillesse, le fait de trouver des gens avec qui on se sente bien, avec qui on se sente compris. Et c'est surtout sur ça que s'axe le livre et c'est ça qui le rend aussi plaisant et aussi charmant. On prend pas les enfants pour des imbéciles dans ce livre et c'est ça qui m'a plu aussi. Parce que c'est des biais facilitants qui m'énervent un petit peu parce qu'on tend à moins faire réfléchir les enfants, ce qui n'est pas le cas ici. Je vous le conseille si par exemple vous avez des petites sœurs, des petits cousins, des petites cousines qui ont 14-15 ans. Ensuite, dans cette même lancée où j'ai voulu me tester à des genres tout cosy, tout mignons, j'ai lu The Dragon Tea Society, qui est une bande dessinée. J'ai lu le premier tome. C'est très court, ça fait 60 pages, 70 pages. On va suivre une petite fille qui va découvrir les dragons de thé, qui va en recueillir un et qui va le ramener à son propriétaire qui gère donc le salon de thé qui est créé grâce à des dragons. Je sais pas trop comment expliquer cette histoire, mais en tout cas, elle va rencontrer plein de personnes, plein de dragons, plein de personnes qui font du thé. C'est très chou, mais pour autant, ça m'a pas entraînée. J'ai trouvé ça relativement simpliste, même si c'était très cute. Je suis désolée si la luminosité ne cesse de changer, mais j'avoue que l'automne n'est pas très clément pour filmer des vidéos. Le livre pour lequel j'ai été impressionnée de l'apprécier, il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Franchement, je ne pensais absolument pas que j'allais être entraînée à ce point dans ce livre. J'ai été happée du début à la fin. Je savais qu'il était sur Nextory. Encore une fois, je vous laisse checker le lien en barre d'infos. Dans ce livre, on va suivre Lowen, qui est écrivaine mais qui a du mal à gérer ses fins de mois, qui n'a pas vraiment de succès. Et il se trouve qu'un jour, Lowen est appelée pour continuer une saga d'une écrivaine à succès, qui s'appelle Verity. Cette fameuse Verity est donc clouée sur un lit d'hôpital chez elle parce qu'elle a eu un accident. Lowen hésite avant de prendre ce poste parce qu'elle n'est pas sûre d'être à la hauteur de cette écrivaine. Finalement, elle accepte. Pour continuer cette saga, elle va devoir se rendre dans la maison où réside Verity pour aller dans son bureau et chercher des feuillets, des brouillons qui pourraient la mener à la suite de cette histoire. Dans ses recherches, Lowen va trouver un carnet, un journal intime que Verity avait laissé.
Elle va voir quelle relation elle entretenait avec son mari. Et elle va continuer à lire ce manuscrit. Elle va s'enliser dans cette histoire, essayer de chercher ce qui fait que Verity a agi ainsi. Elle va essayer de comprendre toute la mécanique qu'avait cette femme et à quel point elle était odieuse. On va la suivre pendant tout le long. Elle va commencer à construire une relation avec le mari. C'est peut-être un petit spoiler, mais à la fois c'est un petit peu couru d'avance avec les livres de Colleen Hoover. Même si elle présentait pas du tout ce livre comme une romance, ça a quand même été le cas. Mais passons. Le personnage principal a beau être cliché, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit un journal intime, en quelque sorte, que l'on suive. Les chapitres qui étaient le journal intime de Verity, ça m'a vraiment tenu en haleine. C'était aussi extrêmement visuel. Je me figurais la maison où ils étaient, le manoir, parce que moi je vois vraiment ça comme un manoir, comme s'il y avait un petit lac avec une petite digue à côté. Le livre, il vous capte pendant tout le long. Le seul point, c'est que, il y avait vraiment beaucoup de sexe. C'était omniprésent. Il y avait des scènes de cul très explicites. Je m'y attendais, mais à la fois aussi récurremment, ça commençait à être un petit peu lassant. La fin m'a un peu déçue parce que le retournement de situation qu'elle instigue donne beaucoup moins de profondeur au récit. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis, que ça soit sur Nextory ou si vous l'avez en format papier. Ensuite, j'ai lu La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Donc, dans ce livre, on va suivre une jeune femme, Grace, qui est en Angleterre pendant la période 39-45 et on va suivre avec elle la Seconde Guerre mondiale dans cette Angleterre, dans ce Londres. Il s'avère que Grace va être recrutée à contre-cœur par le libraire dans une librairie. Elle ne connaît absolument rien au livre en arrivant là-bas. Puis elle commence à se prendre un petit peu d'affection avec le lieu et avec les ouvrages qui s'y trouvent. On va suivre en parallèle toute son histoire avec ses amis, avec son love interest, dans ses questionnements personnels, dans la déchéance qu'elle voit autour d'elle. Dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments, mais tous relativement très clichés. Que ça soit dans les dialogues, que ça soit dans les situations, tout était cousu dès le début. Il y a beaucoup de personnages qui sont au paroxysme des clichés qu'on peut retrouver dans les romans feel-good. Les dialogues sont peu élaborés. Par exemple, il y a un personnage qui va avoir un avis divergent avec celui de Grace et une phrase plus loin, il va accepter le compromis qu'elle lui propose. C'est-à-dire que même les scènes qui auraient dû nous donner de l'intérêt, elles étaient supprimées dès le début. Elle faisait durer des scènes qui n'avaient aucun intérêt et elle skippait toutes les scènes qui auraient pu justement amener une intrigue plus intéressante pour le lecteur. Donc ça, c'était un point négatif. Cependant, il y a un très joli message de trouver le beau dans la terreur qu'est la guerre, mais c'était trop léger à mon goût, pas assez de profondeur encore une fois. Ça devient extrêmement mélo. On a encore cette question de found family, de passion pour le livre, de love interest, mais ça n'a aucun sens. Surtout que dans sa narration, soi-disant, son love interest lui envoie des lettres. Moi j'attends encore. Ils en parlent un moment, mais on n'a pas eu de présence de lettres auparavant dans le récit. C'était secondaire dans l'intrigue, mais à la fois, je trouvais ça extrêmement mélodramatique pour pas grand chose. Je reste un petit peu sur ma faim. Dans le cadre du prix des étudiants de France Culture, j'ai lu Le Château des Rentiers de Agnès de Sarthe. J'avais très envie de découvrir son ouvrage depuis que je l'ai entendu dans la grande librairie. Dans ce livre, Agnès de Sarthe, elle va revenir, grâce à la figure de sa grand-mère, de sa mère et d'elle-même, sur la notion de vieillesse. Elle va revenir sur le quartier qui a habité sa grand-mère, où régnait cette bienveillance entre tous les voisins, entre toutes ces personnes âgées. Et elle va faire le pari fou de vouloir recréer une sorte de quartier où beaucoup de personnes âgées, beaucoup de ses amis d'antan vont se retrouver dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai à la fois aimé parce qu'elle amène beaucoup de douceur sur la vieillesse, elle amène un nouveau regard, elle amène de nouveaux questionnements sur la notion de vieillesse et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Cependant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages qui revenaient sur le présent puis dans le passé et elle faisait beaucoup d'énumérations de souvenirs et donc ça donnait une impression un petit peu brouillonne. Cependant, elle a une plume qui est absolument sublime et c'est ce pourquoi je vous le conseille. La leçon qu'elle veut nous donner à la fin est quand même relativement légère par rapport au sujet qu'elle traite et c'est le seul point négatif, mais pour autant ça n'enlève pas le fait que ça soit un livre qui soit extrêmement touchant, extrêmement prenant, qui coule
tout seul. Sincèrement, je vous le conseille grandement. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de mon coup de cœur du mois. Il s'agit de Tristotique de Neige Shino. Dans ce livre, Neige Shino va revenir sur les agressions que son beau-père a proférées sur elle lorsqu'elle était enfant, de ses 9 à 14 ans. Elle a été victime d'inceste. Elle va revenir sur ce qu'elle a vécu. On va avoir la possibilité de découvrir ce qu'elle pensait à l'époque, ce qu'elle pense maintenant, comment c'est arrivé. On va essayer de se placer aussi dans la tête de son beau-père. Elle a une plume très brute, très pragmatique, sincère. Et j'ai été totalement embarquée avec elle malgré le sujet. Je ne saurais pas comment dire, mais Neige Shino, elle arrive à nous insuffler toute la terreur qu'elle a vécue. Elle a une plume qui est tranchante, qui est concise. Ça a beau être un sujet extrêmement sensible, elle nous envoie une invitation à comprendre comment ces mécanismes se mettent en place. Elle explique que la littérature parfois minimise et rend beau quelque chose qui n'est pas acceptable, comme les viols, comme l'inceste. Donc franchement, elle l'a fait avec brio. Ça nous laisse vraiment réfléchir à ce qui est montré dans l'art. On partage ses doutes. On est face à elle, elle s'adresse à nous de façon extrêmement frontale. Et c'est ça qui rend le livre tout à fait percutant, qui fait qu'on ne peut pas se détacher de ce qu'on est en train de lire. J'en ai déjà parlé en vlog, mais ce livre, il m'a procuré tellement d'émotions. La dureté qu'elle nous amène, qu'elle nous transmet, ça a aucun prix et c'est vraiment mon cœur de ce mois-ci. C'est un livre qui est brillant et je vous laisse avec la suite. Sur ce, je suis désolée de conclure cette vidéo aussi brièvement. Je m'arrête ici parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc j'espère que ce bilan culturel vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter et venir me parler sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.